Bonjour à tout le monde. Je suis Alice Duval-Fleury, conseillère en développement des affaires au pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale. Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre première activité officielle dans le cadre du mois de l'économie sociale, une conférence, donc la gouvernance des coopératives et au BNL, enjeux et notions juridiques, qui est présenté en partenariat avec Développement Côte-de-Beaupré. Donc, qu'on salue. On a aujourd'hui Jean-François Simard, conseiller aux entreprises, et Bernard Paré qui sont avec nous. Là, j'ai vu dans le sondage, on a plusieurs personnes hors capitale nationale. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On est content que vous vous joigniez à nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a la chance de compter comme conférencier, en fait, Maître Samuel Proulx-Lemire, qui pratique depuis 2006 en pratique privée. Il a également un MBA, donc une maîtrise en administration des affaires depuis 2011, qui lui a permis d'ajouter une dimension stratégique à ses conseils juridiques. Et bon, on le dit, à la fois rationnel et sensible, libre penseur, engagé et passionné. Et dans sa pratique, il s'efforce de toujours faire preuve de rigueur, d'intégrité, de créativité et d'esprit de synthèse. Donc, je crois que son énergie va vraiment transpercer l'écran aujourd'hui et se rendre jusqu'à vous, peu importe où vous soyez. Donc, on vous salue, Samuel. On est content que vous soyez parmi nous. Bon matin tout le monde. Bonjour. Et d'abord, je vais inviter M. Bernard Paré, directeur général de développement Côte-de-Beaupré, à nous adresser un petit mot. Merci beaucoup, Alice. Écoutez, super content d'être avec vous ce matin. Merci, oui, d'être là, d'avoir accepté l'invitation qu'on vous a lancée avec le pôle de la capitale nationale. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, là, la nuit a été courte. Il se passait des affaires super intéressantes cette nuit. J'ai encore les yeux qui piquent. Alors, prenons du café. Ça devrait être super intéressant. Puis oui, Samuel, je pense, avec ton énergie, on va être capable de rester bien éveillé ce matin. Je veux dire un gros merci à Félix Bussière, DG du pôle, qui collabore de façon formidable avec nous autres à soutenir les entreprises d'économie sociale. Alors, Félix, merci à toi et ton équipe là, pour l'activité d'aujourd'hui. Vous êtes super engagés dans le mois de l'économie sociale. Puis sur la côte, on le voit, ça commence à être une tradition de plus en plus implantée. Alors, ça c'est grâce au travail que vous faites, le pôle, tous les jours. Fait que nous, comme organisme mandataire de la MRC en développement économique, on est vraiment content et chanceux de pouvoir compter sur un partenaire comme vous pour animer notre secteur d'économie sociale. C'est précieux. Alors, merci beaucoup. C'est précieux, oui, parce que je pense que là, je prêche à des convertis, mais l'économie sociale, hein, on le sait, c'est important à notre tissu social, mais beaucoup à notre tissu économique. Puis je dirais que ça prend une place de plus en plus importante. On le voit, nous, à l'interne, là, on a de plus en plus des dossiers de relève d'entreprises qui gèrent puis qui se gèrent en les transformant en entreprises d'économie sociale également. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de répondre à des besoins qui sont majeurs pour notre communauté. Puis, le modèle d'entreprise d'économie sociale, très souvent, répond bien aux besoins de nos communautés, puis aux enjeux de nos entreprises. Donc, puis ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est moi-même, j'ai la chance de diriger Développement Côte-de-Beaupré, donc qui est, à mon sens, une entreprise d'économie sociale. On est un OBNL, puis une part très importante de nos revenus est autogénérée. Alors, la discussion qu'on va avoir ce matin avec Samuel, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle me touche aussi personnellement. Puis, oui, je suis très conscient que dans le day-to-day, comme gestionnaire d'entreprise d'économie sociale, on agit dans un contexte qui est particulier. On a une gouvernance qui est particulière, on a des attentes de la part du milieu, des attentes de nos administrateurs aussi. Et ça fait qu'on est des bébites un peu bizarres qui évoluent dans un contexte qui est juridiquement parlant particulier. Et je pense que ça va être super intéressant que Samuel nous aide à découvrir ça puis à l'approfondir. Alors, je le remercie. Moi également, Maître Proulx-Lemire, vraiment, c'est apprécié que vous ayez accepté de vous joindre à nous ce matin. Et puis là-dessus, bonne conférence et merci encore à tous pour votre présence, votre participation. Merci
beaucoup, M. Paré. Donc, sur ce, je vous remercie tous d'être présents en si grand nombre ce matin et je cède la parole à Maître Proulomnier. Donc, merci beaucoup. Bien, merci à toi, Alice. Bonjour à tous. Bon matin. Alors, je suis content de voir que je ne suis pas le seul qui s'est couché plus tard que prévu. Alors, j'espère que vous n'avez pas tous été embarqués là-dedans. J'espère aussi que vous n'avez pas fait de cauchemar. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne veux pas connaître de résultats. Je n'ai pas regardé ça ce matin. Je suis de bonne humeur. Je veux le rester le temps de la formation. Alors, s'il vous plaît, brisez pas le secret en regard des résultats. Alors, ceci dit, ça me fait extrêmement plaisir là, de vous donner la conférence d'aujourd'hui. En fait, c'est toujours un plaisir quand on m'invite à se réunir avec des gens qui partagent la passion commune du droit et de la gouvernance. Là, toujours, n'hésitez jamais, ça va me faire plaisir. Alors, je vais essayer de lancer un partage d'écran pour vous exhiber ma présentation PowerPoint. Celle-ci va vous être rendue disponible suivant la conférence d'aujourd'hui. Je préférais ainsi que vous l'ayez pendant, parce que les gens ont tendance à aller lire mes punchs, puis ça brise mes effets de toge. Alors, ceci dit, je me lance dans mon partage d'écran. Et voilà. Alors, vous pouvez, Alice, tu me confirmes, parfait, merci beaucoup. Alors, le sujet de la conférence d'aujourd'hui, la gouvernance d'entreprise collective, notions et enjeux juridiques. Alors, évidemment, là, le thème central, je suis avocat, sera des éléments juridiques, mais tout ce qui est dans l'enrobage de la gouvernance. Et il y a une image que j'emploie très souvent pour parler de gouvernance. Et c'est de qualifier, de comparer, si on veut, un peu votre organisation à un navire, à un bateau. Pourquoi? J'ai plusieurs raisons de le faire, je vous dirais. Hein, pourquoi c'est une image appropriée? En fait, c'est qu'un bateau, comme votre organisme, qu'il soit coopératif ou au BNL, ça a besoin d'un capitaine, ça a besoin d'un équipage. Hein? Ça a aussi une destination à atteindre, ça a des ambitions. Dans un bateau, on peut avoir des problèmes qui parfois proviennent de l'environnement. Hein? Rencontrer une tempête, ça ne sera pas facile. Et des fois, c'est de l'environnement interne que peuvent venir les problèmes. Hein? Des fois, il peut y avoir des mutineries, il peut y avoir des bris mécaniques, etc. Et bref, tout comme un capitaine de navire, et là, je m'adresse aux directions générales, vous avez nécessairement besoin d'outils pour vous repérer, mesurer vos progressions, etc. Pareil qu'un capitaine en pleine mer qui compas et sextant à la main. Bon, je ne sais pas si je pense plus que ça marche exactement de même, mais enfin, je vais chercher à se repérer. Donc, autrement dit, il y a quelque chose de très semblable à la vie en bateau et en mer. C'est comme sur un bateau, il va vous falloir nécessairement des règles de gouvernance bien précises pour vous assurer que chacun joue bien son rôle, hein, sans quoi il y a un risque pour la cargaison puis la vie de votre équipage si jamais tout roulait carré, si je peux m'exprimer ainsi. Donc aujourd'hui, l'objectif de la rencontre, c'est de vous partager quelques notions juridiques, hein, puis le tout dans le but de vous éviter de commettre certaines erreurs juridiques, puis pas n'importe lesquelles, celles que je rencontre le plus couramment dans ma pratique. Et si je mets ça en termes de navigation, je vous dirais que l'objectif, c'est de vous faire connaître la mécanique juridique de votre bateau afin de vous éviter des bris en cours de voyage, hein, ce qui risque de vous ralentir, de vous obliger à faire des détours, etc. Alors, c'est le grand sujet que je vous propose aujourd'hui. Et pour le traverser, voici mon petit plan de présentation. Alors, tout d'abord, il y a eu une introduction, on vient de la vivre ensemble, j'espère que vous avez trouvé, c'était un bon moment. S'en suivra par la suite quelques notions de distinction entre les coopératives, les OBNL et les sociétés par action, hein, les dites compagnies, les Inc. On va parler du Inc. Je vais faire quelques comparaisons avec la société par action pour un peu, des fois, elle a éveillé certains réflexes que les sociétés par action ont plus naturellement, si je peux dire. Enfin, le cœur de notre discussion d'aujourd'hui seront les 5 problèmes les plus fréquents que je rencontre dans ma pratique. Puis pour vous le dire là, dans toute honnêteté, j'ai le sentiment que probablement parmi vous, personne n'est exempt d'au moins un des problèmes que je vais parler aujourd'hui. C'est monnaie courante, alors ne soyez pas gênés. Vous n'êtes pas non plus obligé de le créer haut et fort devant tout le monde aujourd'hui, mais bref, alors soyez attentifs. Je suis persuadé que chacun et chacune de vos organisations risque de connaître au moins un des problèmes dont je parle aujourd'hui. Et enfin, à la toute fin, on va conclure.
On aura notamment la période de questions. Je suis de ces conférenciers qui, normalement, aiment bien prendre les questions au fur et à mesure où elles se présentent. Mais là, le format d'aujourd'hui, la quantité de gens que vous êtes, puis le fait que j'ai mon PowerPoint sous les yeux plutôt que votre binette, puis l'attention vers les mains levées, Alice va m'aider là-dedans. Et inquiétez-vous pas, l'intention, c'est que toutes les questions soient répondues, mais je m'excuse si je ne les prends pas au fur et à mesure. Notez-les si vous ne voulez pas les oublier. Mais ça va me faire plaisir d'y répondre à la toute fin. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on commence et on va commencer par un petit avertissement. C'est bien simple en fait, c'est pour vous exprimer que si un jour j'étais mandaté pour faire un audit, une vérification relativement à la gouvernance de votre entreprise collective, soyez certains que je commencerai par les éléments que nous allons voir aujourd'hui. Certains, c'est comme je vous le mentionnais, probablement que chacun d'entre vous a un problème de cet ordre-là chez vous. Et c'est souvent pour moi la pointe de l'iceberg quand je trouve ces problèmes-là. Quand je trouve ces problèmes-là, ça veut dire qu'il y en a probablement un paquet d'autres de cachés derrière tout ça. Alors, je commencerai par là, puis ça me révélerait. Puis celui qui aurait 100% dans cet audit-là, je serais tenté de peut-être sauter les prochaines étapes. Débutons. Parlons maintenant donc des distinctions, comme je vous disais, coop, OBNL et société par action. Je vous présente ici une image qui illustre la gouvernance d'un OBNL. Alors, je sens, peut-être vous êtes-vous couché tard, mais je crois que même la personne inattentive aura remarqué que j'ai ici deux figures géométriques, hein? Un cercle qui surplombe un triangle. Cette figure-là, ne la cherchez pas dans les livres, ne la cherchez pas sur Internet, ne la cherchez pas dans la loi. C'est ma façon à moi de visualiser, de conceptualiser la gouvernance d'une entreprise et je vais vous l'expliquer immédiatement. Alors, vous voyez, tout d'abord, si on parle du cercle, eh bien, le cercle est là pour illustrer le conseil d'administration. Pourquoi ai-je choisi un cercle? Eh bien, un conseil d'administration, c'est un lieu de collégialité. Hein? Chaque administrateur est égal. Hein? Chaque administrateur a droit de parole. C'est un endroit où on discute, on partage nos opinions, on réfléchit ensemble. Hein? C'est un lieu d'intelligence collective et tout le monde a participé. Hein? Moi, je dis souvent, si vous êtes sur un conseil d'administration et il y a quelque chose qui vous dérange en dedans de vous, gardez pas ça, sortez-le, dites-le aux autres, puis ensemble, vous réfléchirez s'il y a un problème ou non. Et le conseil d'administration, mais tout au sommet, illustré par un point vert, j'y ai mis la présidence. En fait, la présidence, là, vous le savez probablement tous, vous allez me dire c'est de la gouvernance 101, mais c'est pas grave, partons avec ça pour être sûr que tout le monde est au même niveau. La présidence, certains ont tendance à croire que c'est un administrateur supérieur aux autres. En fait, il n'est pas supérieur aux autres en pouvoir, hein, il est supérieur aux autres en responsabilité, parce qu'en soi, il porte la responsabilité d'animer le conseil d'administration. Hein. Il le préside, mais il l'anime. Ça devrait normalement être le leader naturel de votre groupe, celui qui a plus tendance à aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, à les mobiliser, à mettre les gens à l'aise. Question que tout ce qu'il y a à se dire se dise et se partage. Alors, il n'est pas supérieur aux autres, puis je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, un président seul a zéro pouvoir. Comme quelconque administrateur seul, ça n'a aucun pouvoir puisque les pouvoirs sont confiés au conseil d'administration. Donc, seul un conseil d'administration valablement convoqué et réuni avec quorum, etc., vous connaissez la cuisine, a des pouvoirs. Alors, en soi, la présidence, c'est plus une responsabilité qu'un pouvoir. Sous ce cercle, maintenant, parlons un petit peu de ce que l'on trouve sous ce cercle. Vous trouvez un triangle, qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas une figure que j'ai choisie innocemment. Hein, le triangle ou encore la pyramide. Puis vous voyez à l'intérieur, là, j'ai mis des petites lignes pour illustrer la chaîne de commandement. Hein. Alors, le triangle, c'est le lieu des opérations. C'est toute l'équipe qui est embauché hein, et qui est un peu à l'écoute du conseil d'administration pour réaliser là, les ambitions et les orientations que celui fixe. Mais cependant, là, la grande distinction par rapport au CA, où tout le monde est autrement dit égal, si on veut dire, eh bien, dans le triangle, c'est pas vrai. Le triangle, lui, c'est le lieu de la hiérarchisation,
de la subordination. Hein. Alors, l'arbre que vous voyez là représente en fait la subordination. Plus vous vous retrouvez dans le bas de cet arbre-là, hein, bien, plus ça veut dire que vous avez de patrons au-dessus de vous. Et bien, à qui vous devez l'obéissance d'une certaine manière. Hein. Les patrons ont un droit de gérance, un droit de gestion. C'est eux qui ont le droit de vous dicter un peu comment faire votre travail. Et en droit du travail, puis on n'élaborera pas là-dessus aujourd'hui, dans le grand triangle, vous voyez tout en haut, je parle qu'il y a les cadres. Et on a en droit, on a des cadres inférieurs, des cadres intermédiaires, des cadres supérieurs. Et bien, on a aussi en dessous les salariés. Alors aujourd'hui, je n'embarquerai pas dans ces distinctions de droit-là, mais par contre, je dois vous parler du dernier point dont je n'ai pas parlé, le point rouge, qui illustre ici la direction générale. Et ce point-là est aux confins, est à la limite du cercle et du triangle, parce qu'en fait, la direction générale est l'employeur, si on veut, c'est lui qui représente l'employeur dans l'entreprise, et c'est lui qui a la tâche de gérer, de surveiller, de s'occuper, de gérer. C'est un gestionnaire, tout ce qu'on retrouve dans le triangle. Et là, si j'avais un crayon, puis en fait, si vous étiez dans une salle, puis que ce graphique-là est un tableau, bien, je tirerais un trait entre le cercle et le triangle, parce qu'en fait, ce ne sont pas juste des figures géométriques différentes, c'est deux instances différentes qui ont deux raisons d'être différentes. Alors là, vous allez m'entendre ici parler un peu des rôles de chacun. Alors, le cercle, c'est le lieu des orientations, c'est le lieu des ambitions, c'est l'endroit où on rêve, c'est l'endroit où on dit où on voudrait être. C'est quoi nos aspirations? Hein? Alors, on oriente. Alors que dans le triangle, c'est le lieu des opérations, c'est le lieu de l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on réfléchit à ce qu'on veut faire et dans l'autre, on l'exécute. Et ce qui va être un point qui va être important aujourd'hui dans la formation, je vais vous rappeler, hein, puis c'est pas rien que moi qui le dis, là, l'importance de respecter les rôles de chacun, et on va y revenir. Alors, normalement, là, ce sont deux endroits qui sont exclusivement non réciproques. Ce que je veux dire, c'est que quand on est dans le cercle, on est dans les orientations, et quand on est dans le triangle, on est dans les opérations. Et l'un ne devrait pas aller chez l'autre. On parlera un petit peu plus tard de certaines conséquences que ça peut amener. Et ceci dit, pour vous parler, c'est si important que cette logique-là, que le Collège des administrateurs du Québec emploie une image que j'aime bien et que je vais vous reproduire, c'est celle de la cuisine. Imaginez-nous qu'on est tous ici un conseil d'administration rassemblé et qu'on a décidé, on a choisi une orientation. Là, il faudrait produire de la pizza, disons. Notre entreprise va vendre de la pizza. Et là, l'orientation qu'on décide, c'est de la panne pizza. De la panne pizza qui est à la mode ou qui le deviendra, on anticipe. Là. Donc, on engage un chef cuisinier, évidemment, qui est bon pour faire de la panne pizza. Alors, le chef, on lui dit, on veut de la panne pizza. Voilà l'orientation. Le chef va aller dans sa cuisine, va préparer la pizza pour la présenter au conseil d'administration pour dire voici mon plan de match, c'est ça que je vous propose qu'on livre. Alors, il revient au conseil d'administration qui est attablé à la salle à manger, va leur inviter à goûter à la pizza. Et là, tout le monde goûte et on discute de la pizza. Et même si on trouve que, disons, ça manque de sel, ça semble une opération très simple à ajouter du sel, tout le monde le fait. Mais ceci dit, le Collège des administrateurs du Québec vous invite à ne pas mettre de sel, même aussi simple que ça paraît sur votre pizza. La bonne attitude, puisque c'est une opération, c'est une exécution, vous êtes plutôt invité à inviter votre chef, votre direction générale, à reprendre la pizza, retourner en cuisine, ajuster le taux de sel avec son équipe et revenir vous y faire goûter à nouveau. Alors, cet exemple-là, je l'aime parce que c'est pour vous dire autant combien un conseil d'administration est invité à ne pas entrer dans l'exécution. En fait, cette règle-là souffre d'une seule exception, pardonnez-moi, c'est quand vient le temps d'embaucher, de contrôler et de surveiller la direction générale. Autrement dit, la seule exception au principe que je vous énonce de gouvernance à l'effet que le conseil d'administration n'est qu'un lieu d'orientation, eh bien, c'est quand vient le temps d'embaucher la direction générale, il faut nécessairement que quelqu'un puisse le faire. Alors, c'est au conseil d'administration qui revient de la surveiller, de la challenger, etc.
Alors, le conseil d'administration, lui, en droit, ne connaît qu'un seul employé, la direction générale. La direction générale, elle, par contre, à son tour, avec toute la mission, toutes les ambitions qui pèsent sur son dos, elle ne pourra pas réaliser ça tout seul. Alors, c'est pour ça qu'elle se retourne et qu'à son tour, elle engage des gens qui lui sont subordonnés et qui seront à l'écoute de ses directives pour réaliser les orientations fixées par le conseil d'administration. Alors, je sais que pour plusieurs d'entre vous, ce que je viens de dire est élémentaire, mais je trouvais important de prendre un petit moment pour le rappeler parce que ça va être à la base de discussions, d'informations que je vais vous transmettre un peu plus tard. Alors, mais on est aussi, là, je vous présentais un OBNL quelconque. Hein? On va essayer de... Oh, mon animation ne marche pas super bien, on dirait, mais ce n'est pas très grave. Ah, je voulais vous le faire comparer à d'autres formes, puis là, je vous aurais surpris en vous faisant apparaître la coopérative à gauche et la société par action à droite, pour vous dire, voici qui est ici capable de me dire quelle est finalement la distinction de gouvernance entre ces entreprises. Eh bien, c'est une fausse question, évidemment, parce que j'ai recopié la même image 3 fois. Et si je fais ça ainsi, c'est pour vous illustrer qu'en fait, que les 3 formes juridiques, que vous soyez une coopérative, un OBNL, une société par action. Les principes de gouvernance qu'on va parler ici s'appliquent tout autant à vous l'un que l'autre. Pourquoi? Parce que ce sont 3 formes juridiques qui, a priori, sont quasi identiques. Je dis souvent que l'essentiel des distinctions entre ces formes juridiques-là ne sont que cosmétiques. Hein? Combien de temps peuvent durer les mandats des administrateurs? Combien faut-il de propriétaires? Quel est le quorum? Quels sont les avis de convocation, etc. Alors, on va changer certains éléments d'une loi à l'autre, mais a priori, ce sont 3 véhicules, ce sont 3 machines qui fonctionnent pour l'essentiel exactement de la même façon. Il y a fondamentalement, je vous dirais qu'il y a quelques... Ils sont identiques, excusez-moi, et c'est si vrai ils ont les mêmes capacités, ils fonctionnent de la même manière, ils peuvent l'un et l'autre tous autant se doter de un ou plusieurs noms d'affaires. Hein. Ils ont tous la capacité d'avoir des employés. Ils ont tous la capacité de faire des excédents. Puis ensemble, là, ils ont même tous autant l'un que l'autre la capacité de conquérir le monde. Puis ça, c'est mon petit morceau éditorial de la journée sur lequel on va revenir un peu plus tard. Alors, il y a seulement quelques principes. Et là, vous allez me dire, c'est ces principes-là qui font toute la différence. Je suis d'accord avec vous. Il y a seulement quelques principes qui distinguent, dans le fond, ces 3 formes juridiques d'entreprise-là. Les voici. Excusez-moi, là, je sais que c'est un tableau, c'est une planche plutôt chargée. On ne le recommande pas, mais bref. Alors voilà. Donc, je vous ai mis là en 3 colonnes pour comparer la société par action, la coop et l'OBNL. Et moi, je réduis à 4 principes qui distinguent ces 3 formes d'entreprise-là. Puis tout ça découle en fait des buts qui leur sont propres à chacun. Alors, la société par action, on ne se fera pas de cachette. L'objectif, c'est générer des profits. Hein, souvent, ils vont se donner des missions là, comme vous faire goûter, vous faire vivre la meilleure expérience gustative de jus de fruits jamais vécue. Hein? Alors ça, c'est la mission qu'ils exhibent. Mais en vérité, ça ne leur permettait pas de faire de l'argent à la vente de jus de fruits. Soyez certains qu'ils seraient ailleurs. Alors la finalité des Inc., on ne se le cache pas, ce sont générer des profits pour que les propriétaires puissent les redistribuer. Dans une coopérative, le paradigme est tout à fait autre, et je suis sûr que je ne l'enseigne à personne ici, c'est de répondre aux besoins des membres. Hein? Les coopératives, je dis parfois, là, puis prenez-le pas mal, ce sont des véhicules plutôt égoïstes, c'est-à-dire que toute leur attention est tournée vers leurs membres et que leurs membres. Ça serait dur de voir une coopérative dont sa mission est aider le tiers-monde, à moins que ce soit le besoin des membres de se réaliser dans l'aide au tiers-monde. Alors, ça, c'est pas impossible, mais ceci dit, ce serait plus difficile. Alors, c'est une coopérative, c'est ses membres, ça devrait être son obsession en tout temps. Tandis que l'OBNL, lui, c'est réaliser une mission. Puis cette mission-là, elle doit être autre que générer des profits, évidemment, parce que si c'était sa fin, ça tournera en rond. On va le voir un peu plus tard. Alors, mais bref, c'est altruiste, un OBNL. Alors, c'est sûr qu'il y a bien des OBNL qui répondent à des besoins de certaines personnes. Ça peut ressembler un peu au coop, mais
si la coop, c'est plus par les membres, pour les membres, dans un OBNL, il va souvent arriver que c'est plutôt par des personnes bien intentionnées pour des bénéficiaires. Enfin, alors c'est un cas de figure, là, je vous donne, mais bref, vous en connaissez plusieurs exemples. Alors, qu'est-ce qui distingue finalement, en gros, ces trois sortes d'entreprises-là? Bien, si on prend tout d'abord ce que j'appelle le principe démocratique, on parle d'entreprise collective quand on est en économie sociale. Alors, bien, la société par action, c'est une action, un vote. Alors, si quelqu'un peut détenir 50% plus un des actions qui ont un droit de vote, bien, contrôle finalement l'entreprise, a la capacité à lui seul de nommer la totalité du conseil d'administration. Ce qui est complètement impossible dans un OBNL ou une coop, où c'est plutôt un membre, un vote, ce qui fait que soyez le minimum prévu par la loi, 3 personnes, ben, il n'y en a aucune d'entre elles qui en soit le contrôle, même si vous êtes seulement 3, puisque vous avez chacun un vote. Remarquez qu'il est fort possible aussi qu'une société par action, tous ses actionnaires aient autant de votes qui soient dans un équilibre de force équivalent. Mais bref, ce n'est pas nécessaire, alors que dans la coop et l'OBNL, ben, c'est une nécessité. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus, puisque vous vivez tous avec ça au quotidien. Enfin, un autre élément distinctif, c'est le principe économique. Alors, dans le Inc., l'objectif, c'est de faire des profits pour pouvoir se les partager. Alors, on se les partage comment? Au prorata de la détention d'actions de chacun. Alors, si moi, je détiens 2 fois plus d'actions que Alice, par exemple, de notre société, bien, quand il y aura un dividende, je toucherai 2 fois plus d'argent qu'elle. Alors, voyez-vous, ce qui est au cœur de la relation, c'est les capitaux. Dans une coop, bien, il y aura aussi la possibilité de se partager les excédents, qu'on appelle trop perçus, mais cette fois-ci, on va les partager au prorata des affaires transigées avec sa coopérative. Autrement dit, ce qu'on recherche derrière ça, c'est qu'on ne puisse pas donner à Alice une partie des profits, des trop perçus qui ont été générés par les affaires faites avec moi. De sorte que si, encore une fois, Alice a fait 2 fois plus, a transigé 2 fois plus d'affaires avec la coopérative que moi, bien, il est tout à fait normal qu'elle ait une ristourne 2 fois plus élevée en fin d'année, puisque il y a 2 fois plus, elle a généré normalement 2 fois plus de trop perçus que moi. Alors que dans l'OBNL, la distinction importante, bien évidemment, c'est l'impossibilité de distribuer aux membres des excédents. Autrement dit, si votre OBNL génère des excédents, bien, ceux-ci sont condamnés à demeurer dans le véhicule de votre OBNL au service de votre mission. Enfin, bon, le principe d'usage. Dans un Inc., vous comprendrez, il est évident qu'il n'y a pas besoin d'être client pour être actionnaire. Vous n'êtes pas obligé de détenir des actions de Bell Canada pour pouvoir acheter les services de Bell Canada. Et à l'inverse, Bell Canada s'en fout probablement complètement que ses actionnaires soient clients ou non. Ils veulent que tout le monde soit client, évidemment, là, mais ce n'est pas une obsession dans leur quotidien. Contrairement aux coopératives, alors les coopératives, la loi leur donne une obligation d'être usagers pour être membre. Autrement dit, si vous n'avez pas la capacité effective d'être usager des services d'une coopérative, bien, légalement, vous n'avez pas la capacité d'en devenir membre, donc propriétaire. Et ben, pour l'OBNL, j'ai écrit qu'il n'était pas nécessairement besoin d'être bénéficiaire pour en être membre. Ceci dit, c'est très fréquent. Je vous donne un exemple. Si vous voulez créer un organisme au soutien des personnes à mobilité réduite, ben, il n'est pas rare qu'on va dire que pour devenir membre de cette OBNL-là, il faut être une personne à mobilité réduite. Alors, donc, généralement, le membership va se composer souvent de bénéficiaires. Mais parfois aussi, des fois, les bénéficiaires sont trop vulnérables pour eux-mêmes gérer leur propre organisme. Alors, admettons que vous voulez aider les enfants dans le besoin. Bien, évidemment, on ne fera pas un conseil d'administration d'enfants pour gérer leur OBNL. Alors, on va souvent trouver des personnes, c'est un peu ce que j'expliquais au début, qui vont s'attarder à cette mission-là qui est au bénéfice de d'autres. Et dernier principe qui va venir distinguer ces trois formes d'entreprise-là, c'est le principe éducatif. Alors, un Inc., par nature, aucune obligation d'éducation de quelconque manière. Si elle fait de l'éducation, c'est de sa propre volonté. Par contre, les coopératives, elles, ont, en vertu de la loi, un devoir d'éduquer les membres et même plus, à éduquer le public
aux avantages coopératifs. Alors évidemment, les coopératives le font toutes à leur manière, plus ou moins pour certaines d'autres. Mais ceci dit, c'est un des 8 principes d'action coopérative. Et puis, je ne vous le dirai pas, je ne vous le cacherai pas, moi, la lecture que j'en fais, tout ça, là, dans la loi sur les coops, il y a quand même un esprit impérialiste, que je me permets de dire. Hein. Alors, on souhaite que la coopération absorbe le monde, si on veut, hein, par le principe des réserves impartageables, par le fait de faire la promotion, la propagande coopérative. Je ne le dis pas négativement, là, mais ceci dit, il y a une belle ambition dans cette forme juridique-là. Et enfin, ben, les OBNL ont a priori aucun devoir d'éducation, mais ceci dit, plusieurs OBNL se sont dotés d'une mission d'éducation, hein, souvent pour sensibiliser le public à certaines difficultés. Voilà. Alors, outre ces 4 principes qu'on vient de voir là, en soi, moi, comme juriste, quand je regarde les différents véhicules juridiques de l'OBNL, de la coopérative, de la société par action, j'y vois essentiellement la même affaire. C'est comme si vous me montriez 3 véhicules automobiles différents. C'est peut-être des marques différentes, qui ont des couleurs différentes, puis que le tableau de bord est configuré différemment, mais en bout de ligne, ça fait tous la même affaire. Il y a une chose, par contre, qui ne distingue pas ces 3 formes juridiques d'entreprise, c'est le pouvoir des propriétaires, que je qualifie ici d'activistes, de tenter de faire la pluie et le beau temps. Et quand je parle de propriétaires, c'est bien conscient que quand on est dans une société par action, on va parler d'actionnaires. Quand on est dans un OBNL ou une coopérative, on va parler de membres. Puis parfois, dans les coopératives, on parle de sociétaires. Donc, bref, alors, on a des fois des membres qui se sentent investis d'une mission de redresser certains torts qu'ils perçoivent, hein, à tort ou à raison. Et puis malheureusement, il y a des personnes qui ont comme ça un certain talent pour trouver les failles puis tenter de les exploiter. Évidemment, je ne vous donnerai pas de nom aujourd'hui, mais je suis convaincu que vous avez tous déjà vécu, soit dans vos organisations, ou soit vous connaissez une autre organisation qui ont eu un problème avec ce que, pour être poli, j'appellerais un propriétaire activiste, hein, puis qui essaie de faire la pluie et le beau temps. Alors aujourd'hui, on va voir les 5 principaux enjeux, les 5 principaux problèmes que je rencontre, mais 4 de ces 5 enjeux-là qu'on va voir constituent, selon moi, là, des problèmes de mécanique, hein, qui rendent parfois vos organisations vulnérables face aux propriétaires activistes. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui essaie de faire la pluie et le beau temps, souvent, c'est pas long, ils cherchent, puis des fois, ils vont consulter des avocats, hein, puis les avocats vont faire des audits, vont vérifier, puis vont leur pointer certains problèmes, puis soyez certains que quand ils mettent la main sur un petit problème, aussi insignifiant soit-il, il y a certains pour qui ça devient là, une mission divine qui leur revient directement. Alors, sans plus tarder, je vous énonce les 5 problèmes les plus fréquents dont on va regarder un peu la conteneur aujourd'hui. Alors, le tout premier, c'est le respect des rôles. On en parlait tout à l'heure, je vais y revenir. Alors, le second est le registre des membres. Le troisième est connexe, c'est le registre d'entreprise. Enfin, le quatrième, vous allez me dire, c'est plus propre aux OBNL, mais je ferai quand même quelques commentaires pour les coopératives. C'est la concordance entre les lettres patentes et les règlements généraux. C'est merveilleux, le droit, ça a un vocabulaire large et très intéressant. Et le dernier, qui sera un peu mon éditorial de ce matin, c'est l'attitude entrepreneuriale. Alors, pour discuter tout d'abord du premier problème, le respect des rôles, ben, je vais vous offrir des citations. Mais malheureusement, ce n'est pas des citations de Churchill, et non, ce sont des citations de moi-même. Alors, quand les 5 à 7 reprendront, là, je vous invite tous et toutes à pouvoir me citer. Vous allez voir, ça se dit très bien, je vais vous le montrer. Alors, comme disait Maître Proulemire, je pense qu'en gouvernance, il n'y a rien de plus dangereux que le non-respect des rôles. Je ne l'écris pas juste pour en faire une blague, c'est vraiment sérieux, je le pense profondément, qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'en gouvernance que le non-respect des rôles. Autrement dit, si tout le monde respecte bien son rôle, a priori, vous pourriez avoir plein d'autres problèmes, mais ça se peut que le navire tienne à flot et que vous continuez à avancer plein de vapeur. Par contre, seconde citation, quand l'environnement est favorable, une mauvaise gouvernance est sans conséquence. Quand on traverse une tempête,
une mauvaise gouvernance peut mener à la perte du navire. Hein? Autrement dit, quand l'environnement externe vous est favorable, vous êtes poussé par le vent, par les vagues, pas besoin de ramer, vous avancez tout seul. Ben, une mauvaise gouvernance, en effet, ça se peut que ça fasse plusieurs années que vous opérez avec tous les problèmes que je vais énoncer aujourd'hui. Vous allez être tenté de me dire, c'est pas vrai, c'est problématique. Ça fait des années qu'on a tous ces problèmes-là, puis on n'a jamais eu de problème. Ouais, ben, c'est probablement parce que votre environnement vous est favorable. Si vous étiez dans un environnement défavorable, ben, s'il faut que d'un côté d'un navire, on rame vers la gauche, puis de l'autre côté, on rame vers la droite, s'il suffit que les voiles qui devraient aller devant sont ouvertes alors qu'il n'y en a rien qu'une moitié d'ouverte, vous allez tourner en rond. Alors, voyez-vous, la gouvernance, le respect du rôle, et si on reprend la forme tout à l'heure, le triangle, je sais que plusieurs aiment bien l'horizontalité dans les entreprises collectives, mais malheureusement, c'est impossible. Quand il va tomber une tempête, s'il n'y a que des chefs et pas d'Indiens, bien, il est fort probable que vous manquiez de vision, que vous manquiez d'organisation pour passer au travers de la tempête. Alors, ce qui fait qu'en gros, j'ai deux messages. Puis là, malheureusement, mon animation ne fonctionne pas bien, là, mais j'ai un message aux administrateurs puis un message aux directions générales. Mon message aux administrateurs est le suivant. Laissez à vos directions générales la latitude pour faire leur travail. Si celle-ci ne vous satisfait pas et que de l'accompagnement ne porte pas fruit, autrement dit, après tenter d'accompagner votre direction générale, il semblerait que votre satisfaction soit impossible à obtenir, bien, considérez un licenciement. Mais de grâce, s'il vous plaît, dans l'insatisfaction, ne prenez pas les décisions à la place de la direction générale. Alors, je vais illustrer un peu mieux là, ce propos. On se disait tout à l'heure que le conseil d'administration, c'est le lieu des orientations, alors que la direction générale, c'est le chef de file des opérations. Alors, trop souvent, moi, je vois des conseils d'administration entrer dans la sphère de la direction générale. Et une conséquence juridique importante de tout ça, c'est la qualification juridique que votre direction générale va avoir. Autrement dit, est-ce un cadre a priori? Est-ce même un cadre supérieur? Parce qu'en droit, c'est pas banal, cette qualification-là. Pour vous donner un simple exemple, quand on est qualifié de cadre supérieur, eh bien, on n'a à proprement dit aucune protection d'emploi de par la loi. Hein, les normes du travail, là, qui constituent là, le bottom line des conditions de travail des salariés, bien, la direction générale, ça ne s'applique pas à elle, les normes du travail. Exception faite des dispositions sur le harcèlement. Alors, la direction générale, autrement dit, n'a aucune protection d'emploi. Elle est, pour ainsi dire, assise dans un siège éjectable. Mais pour être qualifié de direction générale, encore faut-il qu'on joue un rôle de direction générale. Donc, si votre conseil d'administration est sans arrêt en train de s'immiscer dans vos compétences et vos prérogatives, bien, vous risquez éventuellement, comme conseil d'administration, de perdre la capacité de faire qualifier votre direction générale de cadre supérieur. Hein? Je vais vous donner un exemple concret. Si vous êtes une direction générale, puis vous n'êtes pas capable d'embaucher ou de congédier d'employés sans vous requérir de résolution de votre conseil d'administration, bien, vous allez probablement à terme ne pas être qualifié de cadre supérieur. Pourquoi? Parce que ce qui est éminemment à vous, la gestion des employés, donc de leur embauche jusqu'à leur congédiement, bien, apparemment, ce n'est pas vous qui exercez cette prérogative-là, c'est votre conseil d'administration au-dessus de votre épaule qui décide de tout pour vous. Alors, quand on tombe dans des sujets qui sont d'ordre opérationnel, le comment, eh bien, conseil d'administration, vous devriez, je sais, ça peut être difficile des fois, vous retenir complètement. Hein? Puis des fois, là, je vous donnais tantôt l'exemple de juste rajouter du sel sur sa pizza, comment ça peut être très simple. Hein? Bien, un secrétaire qui rédige des procès-verbaux, bien, rédiger un procès-verbal, on vient d'entrer dans la sphère des opérations. Hein? Alors, dès que ça vous commande à faire quelque chose, bien, vous entrez nécessairement dans la sphère des opérations. Alors, quand vous êtes un secrétaire bénévole,
ben, il serait peut-être à proprement dit de vous soulager de certaines tâches exécutives pour vous assurer. Il y a d'autres incidences qu'on va parler tout à l'heure quand on parlera du registre d'entreprise, mais bref, alors de grâce, mon premier message aux administrateurs, retenez-vous. Et moi, c'est pas rare que je vais conseiller à des administrateurs que c'est la direction générale qui leur demande des résolutions pour avaliser des décisions qu'il a prises. Moi, je recommande au CA de s'abstenir. C'est sa décision, il n'y a pas besoin de résolution pour l'exécuter. Qu'il la fasse, il sera jugé par le résultat, tout simplement. Et cette raison d'être, là, puis je ne vais pas m'attarder là-dessus, d'avoir des directions générales qui sont qualifiées de cadres supérieurs, en raison notamment de cette faculté là, d'éjecter la direction générale à tout moment, bien, c'est une faculté en gouvernance très importante. Parce que le jour où vous allez décider que vous ne voulez plus faire de la panne pizza, mais que c'est les pizzas pochettes, les calzones, qui sont à la mode, ben, vous n'aurez peut-être plus la bonne direction générale. Puis si vous ne voulez pas être obligé d'avoir à invoquer une faute pour vous en départir, pour mettre le bon professionnel au gouvernail, bien, de grâce, laissez-la exercer ses compétences et ses fonctions de manière à préserver son statut de cadre supérieur. Et puis mon message aux directions générales, eh bien, c'est un peu l'inverse. Si je demande aux administrateurs de ne pas s'immiscer dans les tâches de la direction générale, bien, mon message aux directions générales, c'est l'inverse. C'est un peu, c'est pas tant que vous immiscer, mais c'est accompagner vos administrateurs dans leurs défis et fonctions. Le rôle d'administrateur, là, des fois les gens ont de la misère à le concevoir, c'est un rôle d'orientation, c'est un rôle de vision, c'est un rôle d'ambition, hein, c'est un rôle de rêveur. Mais des fois, les administrateurs, c'est aussi des bénévoles qui ont plein d'autres problèmes dans leur vie, qui a priori ont d'autres enjeux, ils ont des compétences diverses, puis des fois, en tout cas, bref, hein, aidez-les. Aidez-les à rêver. Aidez-les à développer une vision. Aidez-les dans leurs tâches de conseil et de rédiger des procès-verbaux. Hein? Votre présidence a une allocution à faire à l'Assemblée générale annuelle? Préparez-lui son allocution. Demandez-lui, offrez-lui votre aide pour lui dire y a-tu des points, je peux-tu t'assister? Dégagez-les le plus possible de tout ce qui pourrait être un peu exécutif pour les permettre de pleinement s'investir dans leurs fonctions. Et si vous les aidez à bien faire leurs choses, soyez assurés qu'il y a bien peu de chances qu'eux soient tentés de s'investir dans vos opérations. Alors, je regarde le temps qui passe, je pense que je vais accélérer un tout petit peu. Donc, en conclusion, là, je vous disais, c'est ce qu'il y a de pire, c'est de s'immiscer dans les fonctions des autres. Si vous voulez que les choses roulent rondement, respectez chacun vos rôles, puis n'hésitez pas à avoir un dialogue ouvert pour apprécier et évaluer la performance de l'autre. Soyez très transparent dans tout ça. Le deuxième problème le plus fréquent, eh bien, c'est celui du registre des membres. Est-ce que, et là, voyez-vous la comparaison encore avec la société par action, est-ce que vous croyez qu'il est concevable pour une société par action de ne pas savoir combien elle a d'actions en circulation et qui sont ses actionnaires, et ce, en tout temps? Moi, je suis Bell Canada, là, puis mes actions là, se transigent partout dans le monde là, par le biais de la bourse. Là. Mais demain, je veux déclarer un dividende. Comment pourrais-je le faire si je ne sais pas qui sont mes actionnaires? Puis combien d'actions détiennent-ils? Ce serait inconcevable. Je veux faire une assemblée générale extraordinaire. Il faut que je convoque les propriétaires. Si je n'ai pas une liste complète avec les adresses de tout le monde, comment puis-je m'assurer de 100% tous les convoquer? Alors, c'est pratiquement impossible. Ce serait le scandale le plus grand qu'on aurait vu dans les journaux depuis longtemps si une société par action se retrouvait dans cette difficulté-là. Alors, les OBNL et les coopératives ont exactement le même fardeau qui pèse sur eux. Alors, pour les OBNL, je vous dirais, là, la porte d'entrée puis la porte de sortie doit toujours être claire. On doit toujours être au clair de quand est-ce que quelqu'un devient membre et quand est-ce qu'il a cessé de l'être. Et des fois, je vois des règlements généraux dont les libellés sont extrêmement malheureux, de l'ordre de « sont membres de notre OBNL toute personne qui a un intérêt envers la mission de l'organisme ». Ça veut-tu dire que moi, chez nous,
qui m'intéressent beaucoup à la mission et à l'organisme, mais qui ne va jamais les voir, qui ne leur a jamais fait de don, puis qui n'a jamais demandé à être membre, est-ce que je suis membre d'eux? Des fois, des OBNL vont se dire, ben, si tu es venu à notre Assemblée générale, c'est suffisant. Ouais, mais m'avez-vous demandé si moi, je voulais être membre de votre OBNL? Alors, je vous invite à avoir des mécanismes, à avoir une description dans vos règlements qui vous permettent clairement d'élaborer qui entre et quand ils sortent, comment et pourquoi en même temps. Hein, vous devriez toujours, en tout temps, être capable de me dire qui sont exactement vos membres. Pour les coopératives, cependant, là, il y a une chose que certains peuvent parfois oublier, c'est que la loi exige que les membres soient admis par le conseil d'administration. Alors, ce n'est pas une obligation dans les OBNL, mais pour les coopératives, c'est un mécanisme obligatoire. Alors, certaines coopératives, des fois, pensent que la direction générale est tout habilitée à elle-même accepter de nouveaux membres, mais ce qui n'est pas le cas, ça doit nécessairement passer par le conseil d'administration, ce qui est donc très aidant. La porte d'entrée ici dans les coops, autrement dit, ce que je vous dis, elle est très claire. Si vous n'avez pas passé par une résolution du conseil pour vous admettre, vous n'êtes pas devenu membre. Alors, c'est beaucoup plus simple pour les coopératives. Alors, au BNL, de grâce, soyez attentifs à vos mécanismes puis à la façon dont est libellée la description de vos membres. Dans le même ordre d'idée, c'est le troisième problème le plus fréquent que je rencontre, c'est le registre d'entreprise. Hein. Les entreprises sont par nature intangibles. Hein. C'est impossible de toucher une entreprise. Si quelqu'un d'entre vous croit pouvoir toucher les entreprises, ben, référez-moi-les. Pas loin de chez nous, il y a un grand bâtiment qu'on appelait autrefois Robert Giffard, le Centre universitaire en santé mentale. Je pense qu'ils ont des soins à lui prodiguer. Hein, en fait, parce qu'une entreprise, c'est une fiction juridique. Hein. L'entreprise peut avoir des biens, elle a une usine, on peut toucher son usine, elle a des employés, on peut leur toucher, mais en soi, l'entreprise, elle est intangible, c'est une fiction juridique. Et le seul objet, en vertu de la loi, qui vient incarner son existence terrestre, c'est son registre. Hein, si je doute de l'existence d'une personne quelconque, ben, il suffit de la voir puis de me l'exhiber. Puis je vais voir vite ses caractéristiques. Est-ce un garçon? Est-ce une fille? Est-il jeune? Est-il vieux? Bref, une entreprise étant intangible, ben, on ne peut pas le regarder pour simplement savoir ce qu'elle est. Alors, la loi fait reposer sur un registre lequel il y a un contenu obligatoire, et c'est autant vrai, autant pour le Inc., l'OBNL et la coop. Et c'est ce registre-là qui, autrement dit, fait foi des caractéristiques de l'entreprise. Donc, d'où toute l'importance et la valeur que la loi accorde à ces registres. Et cette importance-là est si grande que la loi prévoit par ailleurs des amendes pour le défaut de tenir ces registres ou pour les faussetés qu'on aurait pu inscrire dans ces registres-là. Alors, que doivent-ils contenir? Je vous le dis rapidement. Alors, tout d'abord, ça doit contenir les lettres patentes, si vous êtes un OBNL, mais vos statuts, si vous êtes une coopérative. Alors, ça, je pense, de soi, c'est simple pour tout le monde. Par ailleurs, jamais oublier, si vous avez des lettres patentes supplémentaires, hein, les joindre, c'est assez le fun quand tout ça est regroupé ensemble. Tous vos règlements, les règlements qui sont adoptés. Des fois, je rencontre des OBNL qui sont incapables de me lister leurs règlements. Donc, il est possible qu'il y ait des règlements qui ont été adoptés il y a 20 ans, qui n'ont jamais été abrogés, mais comme on ne les a pas vus depuis des années, on ne sait pas qu'ils existent, etc. Alors, c'est extrêmement problématique. La liste des membres, je viens de l'évoquer. La liste des administrateurs et des dirigeants, hein, ou officiers, qu'on dit aussi, ce qui est un anglicisme. Tous vos procès-verbaux et résolutions, hein, autant du conseil d'administration que des assemblées générales. Et à cet effet, et si je peux faire un lien tantôt avec ce que je vous disais des secrétaires qui rédigent les PV, la loi accorde une valeur probante très forte à ces procès-verbaux-là. Hein? Si on vous a retrouvé un jour en cours, puis qu'on a à démontrer une situation, bien, le procès-verbal de votre organisme est une preuve qui a beaucoup plus de poids que le témoignage que vous pourriez venir faire dire des 15 administrateurs qui étaient là à l'époque. Et donc, les procès-verbaux, on ne s'en doute pas, mais c'est quand même important que ce soit bien rédigé. Et j'ai eu récemment à défendre un organisme en cours et on avait besoin de revenir sur les intentions et les raisons d'un contrat qui avait été passé en 2003. Nous, on est passé en cours en 2020, 17 ans plus tard. Et ma job aurait été tellement si facile
si les procès-verbaux de l'époque étaient bien rédigés, et là, je n'aime pas ça qualifier le travail de des gens, mais cet OBNL-là avait pour pratique qu'à chaque rencontre, c'était un administrateur différent qui prenait la plume. Hein? Alors, de grâce, quand je dis aux directions générales de venir en aide à vos administrateurs, ça, c'en est un. D'avoir une personne qui est professionnalisée, qui va rédiger des procès-verbaux, qui ont le bon niveau de contenu. Parce que moi, si je vous reprends l'exemple de tout à l'heure, les procès-verbaux ne disaient pas ce qu'ils devaient dire. Puis les gens percevaient mal le pertinent de l'impertinent. Puis, enfin, bref. Alors, comprenez-vous que moi, dans un dossier, si j'ai des procès-verbaux bien faits, attestés et signés, ça peut tellement faciliter ma job, alors que si ces procès-verbaux-là sont mal faits, ben, à l'inverse, ça va de beaucoup compliquer ma job éventuellement. Vous devez aussi avoir tout ce qui est dans vos livres en lien avec les états financiers, les finances, tout ce qui est recettes, débours, donc hypothèques et charges et autres charges qui viennent grever les biens. Et par ailleurs, la loi aussi ajoute à tout ça un droit de consultation de certains de ces documents-là. Autrement dit, vos membres, puis parfois même les créanciers de vos membres, se font par la loi accorder le droit d'aller consulter ces documents-là. Et encore une fois, la loi prévoit des pénalités à ceux qui ne seraient pas en mesure, qui ne respecteraient pas ce droit de consultation-là. Alors, ce n'est pas obligé d'être tout dans un livre, parce que si votre organisme a 60 ans, je pense que juste les procès-verbaux et les résolutions, c'est 10 cartables à anneaux là, de 5 pouces d'épais. Alors, vous pouvez tenir ça dans plusieurs volumes, mais chose sûre, vous devriez normalement, en tout temps, si quelqu'un se déplace pour vous demander « Avez-vous votre livre? » Tout ça devrait être assemblé sous la main, notamment pour que l'intelligence collective, l'histoire du passé, soit toujours près de vous, même si vous venez d'être embauché comme direction générale la semaine dernière. Bon, je passe maintenant rapidement au problème de la concordance entre les lettres patentes et les règlements généraux. Alors, il y a 2 règles, en fait, que je vous invite à respecter. La première, tout le monde s'en doute bien, mais je vais être franc avec vous, ce n'est pas tout le monde qui la respecte vraiment, c'est respecter vos règlements. A priori, là, votre règlement intérieur, votre règlement de régie interne ou vos règlements généraux, c'est bien si vous êtes une direction générale, puis c'est bien aussi si vous êtes administrateur, de maîtriser vos règlements, hein, puis de vous assurer de les respecter. Vous avez une procédure d'élection inscrite dans vos règlements, ben respectez-la quand vient le temps des élections. Parce qu'à défaut de, on pourrait contester le résultat, à défaut d'avoir respecté la procédure qui était édictée. Alors, la règle numéro 1 est simple, mais en pratique, elle est parfois plus difficile qu'on le pense. Respectez vos règlements. La règle numéro 2 est un petit peu plus complexe et s'adresse aux OBNL. C'est vos lettres patentes ont préséance sur vos règlements. Donc, des fois, les lettres patentes ne sont pas dans le livre, sont perdues, on ne les regarde pas souvent. Puis on les regarde pas non plus quand on change nos règlements généraux, ce qui est une grave erreur. Parce que s'il y a une chose qui est édictée dans vos lettres patentes, puis qu'il y a le contraire dans vos règlements, c'est les lettres patentes qui ont préséance. De sorte que si vous respectez la règle numéro 1, respectez vos règlements, ben c'est bien, mais comme il n'y a pas de concordance avec vos lettres patentes, c'est votre règlement est invalide, donc vous suivez une règle invalide. Donc, je vous aide là, pour aller vite, pour savoir quoi vérifier dans vos lettres patentes, pour vous assurer que vous êtes en concordance. Bien, très souvent, moi, je vois que votre siège social n'est plus dans le même district que le siège ou celui qui est inscrit dans vos lettres patentes. Donc, autrement dit, votre siège social est illégalement situé dans un mauvais district. La concordance au niveau des administrateurs. Alors, vos lettres patentes, quand vous avez été constitué, ont prévu un nombre d'administrateurs à la fondation. Alors, si vos lettres patentes ne sont pas plus élaborées ou si ça dit que c'est un conseil de 7, de 5, de 4, puis vos règlements généraux disent le contraire, bien, ça se peut que vous ayez un CA illégitime si, disons, vous êtes 8 sur votre CA, puis vos lettres patentes disaient 5. Alors, il aurait fallu, quand on a changé à 8, vos règlements généraux, il aurait fallu au même moment en changer les lettres patentes. Ça fait que vous avez 3 administrateurs illégitimes sur votre CA, lesquels, bien dur à dire. Quant à la destitution des administrateurs, eh bien, il y a une règle spéciale voulant que vous ne pouvez pas avoir de disposition prévoyant la destitution de vos administrateurs dans vos règlements généraux si cette situation-là n'est pas prévue dans vos lettres patentes. Alors, si votre propriétaire activiste est un administrateur,
puis que vous en arrivez à souhaiter fortement sa destitution, puis que vous voulez engager un processus de destitution en assemblée. Bien, vos règlements généraux ont beau être éloquents puis prévoir un super processus, si vos lettres patentes sont muettes à cet égard-là, ça vous est impossible de destituer l'administrateur. C'est un peu la même chose pour la capacité d'emprunt. Si vos lettres patentes ne prévoient pas une capacité d'emprunt, vous avez beau adopter tous les règlements du monde à cet effet-là, ça vous sera d'aucun recours. Et enfin, les montants auxquels sont limités les biens immobiliers. Alors là, ça, c'est un archaïsme. Ça fait partie, du moins, des vieilles choses qu'on retrouve sous cette vieille loi, qui est la partie 3 des lois sur les compagnies pour les OBNL. Quand vous avez été fondé, vous avez dû mettre une limite pour vos biens immobiliers. Puis souvent, des gens ont mis $1 parce qu'ils n'avaient pas l'intention d'acheter d'immeubles à l'époque. Aujourd'hui, ils ont un immeuble qui vaut 1 million. Alors, il n'y avait pas légalement la capacité d'acquérir l'immeuble à l'époque. Alors, voyez-vous la problématique. Alors, toujours vérifier. Puis des fois, les gens ont acheté un immeuble à 100 000 puis ils ont mis dans le lettre patente 500 000 mais la valeur immobilière a explosé dans certains secteurs. Des fois, vos immeubles valent beaucoup plus cher. Alors, il faut mettre à jour ces informations-là. C'était notre 4e problème. Le 5e, alors, je vous disais que les 4, c'était des problèmes de mécanique. Alors, le 5e est plus d'ordre éditorial. Quand je fais des formations, j'aime bien, là, comme activité brise-glace, poser quelques questions aux entrepreneurs collectifs. Je leur pose les 3 questions suivantes. Est-ce que ça va apparaître? Oui, voilà. Alors, pensez-vous que votre OBNL peut générer des excédents, des profits année après année? Hein? Croyez-vous que votre OBNL a le droit de vendre des produits et des services à prix faramineux? Votre OBNL peut-il faire fructifier son argent? Alors, je pose ces 3 questions-là aux participants. Puis généralement, là, c'est rare ceux qui ont la bonne réponse aux 3 questions. Et là, je vous la donne directement. La bonne réponse, c'est oui. Votre OBNL a le droit de faire tout ça. Vous n'avez pas de limite sur votre capacité de générer des excédents. Hein? Les seules limites que vous pourriez avoir sont celles que vous vous êtes données vous-même, parce que je dis tout en bas, là, sous réserve de vos ententes. Alors, si vous avez, par exemple, choisi de vous abreuver à Centraide, bien, Centraide va vous donner des règles. Ils vont dire vous ne pouvez pas vous capitaliser plus qu'à 25 % de vos actifs. Bon, je ne connais pas trop bien les règles, ce n'est pas mon métier. Mais ceci dit, comprenez-vous, si vous acceptez de faire affaire avec Centraide, Centraide va dire vous n'avez pas le droit d'avoir plus de réserves que ça, ou sinon, on vous coupe les vivres. Mais encore là, ce n'est pas votre forme juridique qui vous a amené là, c'est vous-même. Si vous êtes du logement résidentiel d'OBNL, puis vous avez des logements subventionnés, bien, vous allez être limité dans votre capacité de demander plus à vos locataires. Mais encore là, ce n'est pas par nature, c'est vous qui avez choisi ce chemin-là, qui engageait ces contraintes-là. Donc, bref, alors, et on est dans le mois de l'économie sociale. Alors, pour moi, c'est important de vous rappeler que vous soyez une coop ou un OBNL, votre rapport à l'argent est fort différent de celui d'un Inc. Puis vous ne devez pas avoir peur de cet argent-là. Dans l'entreprise à but lucratif, la rentabilité est une fin. Alors oui, si c'est juste pour l'argent que vous faites ça, vous pouvez vous demander si c'est bien. Mais dans l'entreprise à but non lucratif, j'incorpore là-dedans l'OBNL et la coopérative, la rentabilité est un moyen. Alors, il y a des OBNL qui vont demander la mendicité. Si on leur donne $1 million en dons, ils vont trouver ça bien. Mais s'ils sont capables elles-mêmes de générer ce $1 million là, ils ont l'impression qu'ils font mal. Alors, c'est toutes des fausses croyances. Alors, c'est sûr que des fois, il y a des OBNL qui se limitent dans leur constitution à leur capacité de générer des revenus, mais par nature, vous n'avez pas de limite. Puis, votre finalité, hein, si l'argent n'est pas une fin, mais c'est quoi votre fin? Si vous êtes un OBNL, c'est votre mission. Si vous êtes une coopérative, c'est les besoins des membres. Hein? Le commentaire est aussi vrai pour les coopératives, qu'on pense en coopérative d'habitation. Hein? Plusieurs coopératives d'habitation aujourd'hui, même si ça fait 30-40 ans qu'elles existent, bien, leur immeuble est en mauvais état. Ils ont à peine l'argent pour bien le rénover. Puis, après 40 ans d'aventure entrepreneuriale, ils n'ont pas un sou pour peut-être acheter un nouvel immeuble, puis s'agrandir, puis répondre à des besoins de plus de membres, et etc. Alors,
il ne faut pas parfois avoir peur de générer des revenus parce que ça va être un levier pour vous réussir. Alors voilà, c'était le moment éditorial de cette conférence. En conclusion, ben là on dirait que ce n'est pas le bon programme que j'ai. Il n'y a pas de panique. Si vous rencontrez plusieurs des problématiques que j'ai illustrées aujourd'hui, ce n'est pas le moment de paniquer, n'hyperventilez pas, n'allez pas à l'hôpital, c'est inutile. Alors, en fait, c'est qu'il n'y a pas de police. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de police qui recherche ces problèmes-là et qui vont vouloir vous mettre à l'amende. Non, en fait, c'est plus, comme je vous dirais, c'est plus comme un champ de mines, ce que vous avez devant vous. Autrement dit, il y a plein de mines. Si vous avancez là-dedans, c'est possible que vous mettiez le pied sur une, comme il est possible que non. Hein? Alors, la chose que je vous recommande aujourd'hui, si vous découvrez que vous avez des problèmes, ben c'est peut-être que c'est le temps de déminer, de déterrer ces mines-là du terrain. Puis après ça, vous irez puis vous pourrez courir comme un fou dans le champ sans vous inquiéter de piler sur une mine. Alors voilà, ça complète ce que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Je présume que vous avez des questions parce que je suis fort conscient qu'il y a certains éléments qu'on a passés rapidement. Alors Alice, je ne sais pas si tu peux me venir en aide. Je vais sortir, je vais finir. Merci beaucoup, Samuel, pour cette présentation-là, très imagée puis très claire. Je pense que tout le monde a vraiment apprécié. Il y a des commentaires dans le chat déjà. Il y a une question de Geneviève Nadeau de Microcrédit Charlevoix. Est-ce que les registres peuvent être dématérialisés? Donc, j'imagine en support virtuel ou c'est obligé d'être... Absolument. Absolument, absolument. Notamment là, la loi sur les coops. J'aurais aimé vous la dire de par cœur, mais en effet, tout support qui permet leur consultation puis leur agrégation est correct. D'ailleurs, il existe de plus en plus d'entreprises qui offrent des services Internet. Votre livre serait 100% dans le cloud. Okay. Vous avez la capacité de l'imprimer aussi là, pour vous faire des copies de sauvegarde et autres, mais de plus en plus, il y a des entreprises. Ça s'est présenté pour les Inc. Les Inc., ça fait relativement longtemps que je vois ça, mais là, j'en ai vu récemment là, pour des OBNL puis des coops aussi, qui offrent autrement dit que votre fameux livre, votre fameux registre d'entreprise soit un service 100% en ligne. OK, super. Merci. Il y avait aussi Hubert Trépanier qui avait 2 questions, en fait. Donc, la première, est-il possible qu'un non-respect des rôles et responsabilités survenant à l'interne du CA, donc entre administrateurs, mène aussi à un problème? Oui, absolument, absolument. Des fois, vous allez... Tu sais, dans un CA, on n'est pas toujours tous d'accord. Puis ça, c'est correct. Puis je vous souhaite même que vous ne soyez pas toujours tous d'accord parce qu'il y a certainement un problème. Vous êtes probablement pris dans la pensée de groupe ou vous n'êtes peut-être pas assez diversifié si tout le monde pense tout le temps pareil. Bien, des fois, il y en a qui le prennent moins bien que les autres ne pensent pas comme eux et vont tenter de faire des démarches en parallèle du conseil, puis je dirais même en parallèle de la direction générale, en allant négocier avec des partenaires. Alors moi, j'ai l'impression là, que Développement Côte-de-Beaupré, ils ont probablement déjà eu un administrateur qui est descendu dans leur bureau puis qui est venu poser des questions comme s'il était une direction générale. Puis lui, il a un projet en tête, puis il prend sur soi de l'avancer quand le CA a déjà décidé d'enterrer ce projet-là à décision différente. Puis là, la personne contre-attaque et revient. Et là, c'est problématique, surtout si elle va en assemblée générale pour continuer à vouloir faire vendre le projet que le CA a voulu enterrer. Hein? Alors là, généralement, quand on rentre dans une dynamique pareille avec un administrateur qui n'est pas capable de se solidariser, ben, on souhaite que la table soit bien mise pour le destituer généralement. D'accord, parfait. Merci. Tout ça, hein, c'est un cas fictif, là. C'est jamais arrivé à développer. Non, ben moi, je vais être franc avec vous, là, j'ai un bureau des horreurs. C'est assez rare que les gens viennent me consulter pour me dire leur bon coup. Hein? Alors, fait que si vous dites que les problèmes que j'ai énoncés aujourd'hui, c'est comme la fraude, ça a peu de chances que ça vous frappe. Ben moi, je vais vous dire que la foudre, elle frappe. J'ai couramment, quotidiennement des gens frappés par la foudre dans mon bureau. Puis ma job à moi, ben aujourd'hui, c'est de tous vous équiper d'un paratonnerre. Parfait. Merci. Il y a aussi
une question de André Lafrenière. Que pensez-vous de la présence des employés sur le conseil d'administration d'un OBNL? Est-ce que c'est une bonne pratique? Excellente question. Les coopératives ont coupé court à tout ça. Il y a une interdiction pour les employés d'être au conseil d'administration, sauf si vous êtes une coop de travail ou une coop de solidarité qui a des membres qui sont travailleurs. Mais a priori, dans les coops de consommateurs et autres, les employés ont une interdiction. Alors, la question des employés, moi j'aime bien la prendre non pas en termes juste d'employés, mais en termes de groupes d'intérêt. Il y a plusieurs groupes d'intérêt qui naviguent autour de votre organisation. Hein, si je prends comme exemple le Festival d'été de Québec, que tout le monde connaît à n'en point douter. Ben, moi, si je suis musicien, j'aimerais beaucoup être engagé par le Festival d'été. Si je suis producteur de shows, j'aimerais bien que ce soit moi qu'on engage pour faire produire des shows. Puis, si je suis un fan de Madonna, là, c'est fou comment j'aimerais ça que Madonna vienne l'été prochain. Alors, eux, là, sont entourés de plusieurs groupes d'intérêt qui pourraient vouloir avoir le contrôle de l'organisation. Alors, tous les organismes ont comme ça des groupes d'intérêt autour d'eux et doivent réfléchir à quelle part donner à chacun. Alors, on peut à la fois faire des collèges électoraux pour assurer l'équilibre puis la présence de chacune de ces parties prenantes-là. Parce qu'on se rappelle, hein, et puis surtout là, le pôle, vous faites beaucoup la promotion de la diversité. Alors, ça peut être très intéressant comme ça d'aller diversifier notre CA avec toutes ces parties prenantes-là, puis en réservant des sièges à chacun pour s'assurer qu'aucun prenne le contrôle du groupe. Bon. Mais ceci dit, les employés, en effet, les employés, souvent, eux, c'est leur job. Donc, pour eux, la raison qu'ils sont là, oui, la mission les anime, mais a priori, la première vérité, c'est faire vivre leur famille. Alors, des fois, c'est vrai que l'intérêt des employés peut être divergent de celui de la mission. Alors, il y a plusieurs organismes qui, en effet, vont choisir de rendre inéligibles les employés au poste d'administrateur. Ils peuvent devenir membres, puis aller s'exprimer. Mais des fois, on va même interdire aux employés de devenir membres parce qu'on ne voudrait pas qu'à l'Assemblée générale, ils pactent l'Assemblée, puis ils nomment des administrateurs qui sont plus sensibles à leur cause personnelle qu'à la mission. Alors, bon, ceci dit, tout bon administrateur en CA devrait savoir s'oublier puis se concentrer uniquement sur la mission de l'organisation. Mais moi, je ne peux pas dire, il n'y a pas de réponse absolue a priori. Devriez-vous en avoir? Devriez-vous vous interdire d'en avoir? C'est toujours des cas d'espèce. C'est à vous d'analyser votre organisation, ses enjeux, puis de structurer ça pour y mettre un équilibre qui est satisfaisant. Parfait, merci, c'est très, très éclairant. Est-ce que, bon, une question MLDE, est-ce au CA ou à la direction générale de rédiger les politiques, comme par exemple les politiques de ressources humaines? Là, on parlait tantôt, c'est obligé d'engager les employés. J'adore la question. Merci beaucoup. Ben alors, évidemment, rédiger, c'est un bel exemple pour illustrer le rapport de rôle entre CA et direction générale. Ben, le CA pourrait se dire, écoutez, nous, dans notre vue d'ensemble, on aimerait bien connaître quelles sont les conditions d'emploi, puis etc. Alors, ça, c'est une ambition, c'est une orientation. Un CA qui dit on voudrait que les salaires c'est pas au CA de dire il va gagner 18,95 $. Le CA, lui, va placer une orientation, une ambition. On veut que nos salaires soient au prix du marché. On veut que nos salaires soient supérieurs au marché. On veut que nos salaires soient inférieurs au marché. Hein? C'est une ambition qu'on peut se donner. Après ça, c'est à la direction générale de faire réalité de tout ça. Alors, si le CA souhaite une politique de gestion des ressources humaines ou de guide de conditions de travail, ou etc., alors c'est parfait. Le CA énonce sa volonté, mais après ça, c'est à la direction générale et à son équipe de rédiger cette politique-là. Puis après ça, de venir vous la présenter. Puis si, comme CA, ça ne vous satisfait pas, parce que vous trouvez que ça n'a pas la teneur d'une politique, c'est mal rédigé, peu importe que vous ne l'aimez pas, bien, vous demandez au DG de retourner dans sa cuisine, réajuster le taux de sel, pour reprendre mon image de tout à l'heure. Et s'il n'arrive toujours pas à produire des politiques qui vous donnent satisfaction, l'erreur serait de le rédiger à sa place. Mais c'est de ça que je vous implore depuis tout à l'heure de ne pas faire. N'allez pas vous substituer à votre direction générale. Si elle est incapable de remplir les fonctions, si elle vous insatisfait à certains égards, invitez-la à aller chercher du ressourcement, de l'accompagnement, du perfectionnement.
Puis si malgré tout ça, vous ne trouvez toujours pas satisfaction, considérez le bouton Eject qui est toujours au centre de la table. Si votre direction générale se qualifie de cadre supérieur, si elle n'est pas à la hauteur de vos attentes, votre direction, ne faites pas sa job, allez en chercher une autre qui vous satisfera. Parfait, merci. On a des questions plus techniques peut-être et peut-être générales. Là. Je ne sais pas si tu peux nous éclairer là-dessus. Quels sont les règlements ou les pièges à éviter lors de la rédaction des lettres patentes et comment fait-on les modifications de ces lettres patentes-là une fois qu'ils ont été… Oui. Bon, les lettres patentes, là, c'est sûr que c'est pas un objet qui a beaucoup. C'est pas un très passionnant à rédiger, on va se le dire. Là. Puis les lettres patentes, on rédige ça uniquement à la constitution de l'entreprise. Alors là, pour tous ceux ici constitués, là, vous avez déjà vos lettres patentes. Alors, ça a déjà été fait. Le registraire des entreprises, premièrement, c'est un formulaire qu'on doit remplir. Fait qu'il y a des cases à remplir. Puis le registraire offre un guide d'accompagnement. Alors, s'il y a des dispositions que vous devez mettre obligatoirement, le guide va vous les rappeler, puis ça va même vous souffler des propositions. Mais souvent, là, moi, mes clients, je m'occupe de ça pour eux, là, parce que c'est loin d'être passionnant, mais là où je fais travailler mes clients, c'est plutôt dans l'objet de votre OBNL. Autrement dit, sa mission, la raison pour laquelle vous la constituez. C'est souvent là que je fais travailler le client. Puis souvent, quand on modifie les règlements généraux, bien, comme je vous disais tantôt, ça m'oblige à regarder vos lettres patentes pour m'assurer de la concordance. Et là, c'est là souvent qu'on va dire, écoutez, c'est toujours up-to-date, ça, les objets qui sont écrits. Puis là, quand c'est écrit, je ne sais pas moi, faire un spectacle annuel, puis là, on me répond, ben, ça fait 10 ans qu'on ne le fait plus, ce spectacle-là, c'était démodé complètement, on est rendu ailleurs. Ben, OK, ben, il y a le temps d'avoir une réflexion stratégique sur est-il le temps de changer vos objets. Mais ceci dit, alors, vous les avez eu, vos lettres patentes à votre constitution. Si vous souhaitez les modifier, c'est ce qu'on appelle faire une demande de lettres patentes supplémentaires. Et c'est encore une fois un formulaire à remplir, mais cependant, c'est pas si vous l'envoyez, vous devez nécessairement avoir à faire adopter les modifications par l'Assemblée générale. Et ces modifications-là doivent être adoptées aux 2/3 des voix. Alors, ça a l'air exigeant, là, a priori, le 2/3 des voix, mais j'ai jamais eu de dossier, moi, jusqu'à aujourd'hui, où ça a été problématique. Parce que quand les gens veulent les modifications aux règlements généraux, ben, ils comprennent que ça va de soi qu'il faut modifier les lettres patentes, alors ça va avec. C'est jamais ça la difficulté, généralement. Okay. Mais c'est de la gouvernance d'OBNL, c'est-à-dire ses résolutions, convocations, etc. Pour le registraire va demander les résolutions pour s'assurer de la conformité de tout. OK, parfait. Je reviens tout à l'heure, c'est ça, là, on parlait du registre qui peut être dématérialisé. Est-ce que les employés ont un droit d'accès à consulter ces registres-là? Ou c'est juste réservé à un groupe? Okay. Non, mais évidemment, il faut quelqu'un qui a la responsabilité du livre. Hein? Il est quelque part sur une tablette. Généralement, les données comptables dont il faut nourrir le livre, ben, c'est votre employé qui est à la comptabilité qui le nourrit. Fait qu'évidemment, cette personne-là y a accès, ou même si elle n'a pas proprement dit accès, elle sait très bien ce qu'il y a dedans, puisque c'est elle qui l'a nourri. Mais tantôt, quand je parlais d'un droit de consultation, ça ne concerne pas les employés, ça concerne les propriétaires, donc les actionnaires, les membres ou les sociétaires, selon le cas, et leurs créanciers. Puis là, plusieurs ont fait le commentaire que pour un OBNL, c'est drôle que le créancier ait le droit d'aller vérifier parce qu'a priori, il n'y a pas d'argent à revenir aux propriétaires. Là, fait que ça, c'est l'idiotie que ce soit. En tout cas, c'est une démonstration que c'est une copie des sociétés par action, mais avec quelques principes distinguables. Mais autrement, non, c'est à proprement dit un droit pour les propriétaires et leurs créanciers d'aller inspecter les livres. Puis les créanciers, vous comprendrez leur intérêt. Ça peut être, si vous avez une société par action, c'est aller étudier la santé financière du Inc. pour voir si vous n'auriez pas des intérêts à aller faire des saisies ou quoi que ce soit. OK, parfait. Je vais y aller avec… je vais garder une dernière question qui est plus… une opinion, mais avant, on va donc, lors de la création d'un OBNL, quelles sont les premières étapes juridiques à effectuer? Est-ce qu'il y a comme
procédures là, qu'on doit tous suivre? Bon. Ben là, si on parle de la procédure entrepreneuriale, parce qu'à titre d'exemple, c'est assez dur de démarrer une entreprise sans avoir fait un plan d'affaires préalablement. Alors ça, c'est la partie entrepreneuriale, ça appartient plus à l'entrepreneur. Moi, je ne sais pas si la question, si je la prends, puis là, à ce moment-là, la réponse est infinie. Là. Je veux dire, il y a plusieurs chemins pour en arriver au développement d'un bon concept d'entreprise. Mais si on parle de l'aspect plus juridique, bien, d'abord, il faut avoir un comité de fondateurs, si on veut, qui vont agir pour commettre des actes préconstitutifs, c'est-à-dire avant même que le bébé soit accouché, des fois, on va acquérir certains biens, on va faire déjà quelques étapes préalables. Mais ceci dit, jusqu'à temps qu'on arrive à une assemblée d'organisation, hein, où on va voter des dispositions pour démarrer, organiser le démarrage de l'entreprise. Encore une fois, on va demander aux registraires de nous émettre des lettres patentes, le tout en remplissant les formulaires. Puis une fois que tout ça est reçu, eh bien là, on peut vraiment là, faire une assemblée pour formellement nommer les premiers administrateurs, adopter les règlements généraux, etc., etc. Tout ce qui a été préparé en amont par les fondateurs. Puis une fois la première assemblée générale fermée, bien, généralement, vous avez tous vos membres pour commencer votre aventure. Okay. Super. Super. Il y a quelqu'un qui demande, j'entends beaucoup parler de l'importance du lien d'usage et de l'effet sur la gouvernance d'une coop. Est-ce qu'on peut avoir votre opinion? Là, je ne sais pas si la question est claire. Oui, je pense que je le sais de quoi qu'on parle. Oui, oui, ben c'est sûr. Des fois, on va voir des coops qui, a priori, ceux qui le contrôlent, ceux qui sont le plus près, ceux qui investissent l'Assemblée générale, ne sont pas nécessairement ceux qui utilisent le plus leur coopérative. Hein? Alors, et le lien d'usage, on le dit, là, c'est central dans la loi. Si vous n'avez pas besoin des services qu'offre la coopérative, juridiquement, vous n'avez pas le droit d'en être membre. Alors, c'est pas banal. Alors, donc, imaginez-vous que ceux qui utilisent peu la coop la contrôlent. Alors, il me semble que ça contresens la logique coopérative qui veut que pour répondre à vos besoins, aussi bien que ce soit ceux qui ont des grands besoins, qui s'expriment davantage. Mais ceci dit, dans le monde coopératif, tournant des années 2000, il y a eu la coopérative de solidarité qui est apparue. Dans la coopérative de solidarité, on a la possibilité d'avoir des membres de soutien. Alors, c'est un petit peu un mélange de genre avec l'OBNL, parce qu'un membre de soutien, ce n'est pas quelqu'un qui a nécessairement un besoin, un usage à faire, c'est quelqu'un qui soutient. Alors, on peut voir dans des municipalités en région se développer des coopératives. Pourquoi? Il n'y a plus d'épicerie. L'épicerie a fermé. Alors, il va y avoir une reprise faite par la communauté pour en faire une coop de consommateurs, mais les gens on n'arrive pas à ramasser assez de capitaux par les parts sociales, mais tu peux voir la municipalité, tu peux voir des organismes qui disent, nous, on ne fera pas d'épicerie ici, là. Dans la municipalité, on ne fait pas d'épicerie, mais on veut vous soutenir parce que c'est très important pour nous aussi. Alors, ils peuvent devenir membres de soutien. Mais l'organisme, la coop ou les membres de soutien sont plus impliqués que les membres usagers. Vous avez des questions à vous poser. Peut-être que vous devriez adopter plus une forme OBNL, où il y a ceux qui voient le problème, puis il y a les bénéficiaires de l'OBNL. OK, super. Merci. On a le temps pour une autre question. Donc, Philippe Dufort demande, est-il légal que des administrateurs fondateurs gèrent les activités d'un OBNL fédéral ou provincial durant des années sans organiser une assemblée constituante? Absolument pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est non. Ouais, non. Ben, d'ailleurs, je ne sais pas si après plusieurs années, pourquoi vous n'avez pas été radié du registraire des entreprises, parce que, à moins que vous fassiez des déclarations en disant il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas de membre, puis rien, jamais. Mais normalement, en même temps, c'est possible d'avoir ce qu'on appelle une entreprise tablette. Moi, je n'ai pas ça pour pratique, puis je ne pense pas que pour les OBNL, il y a des avocats qui le fassent, mais pour les Inc., ça l'arrive. Je vais constituer un Inc., j'y mettrai ni actionnaire ni administrateur. Il est juste constitué, puis il attendrait son assemblée générale d'organisation pour partir. Mais moi, j'ai rien à mettre dedans pour le moment. Non, je vais la mettre sur ma tablette
Pourquoi? Parce que si un vendredi soir, un entrepreneur débarque chez nous à 17h, puis il me dit « j'ai besoin de ça pour lundi matin », ben, je suis désolé, le registraire est fermé à la fin de semaine, je ne serai pas capable de te le livrer. Par contre, j'en ai un sur ma tablette, ben, lui, je vais te le vendre. OK. Puis là, il est prêt à inclure les gens dedans. Mais moi, ça va me demander de toujours déclarer au registraire qu'il existe, qu'il n'y a juste rien dedans, qu'il est en attente. Je vais payer des frais, il va être en dormance. Mais il est là. Moi, je le connais, je le considère. Mais souvent, on va me parler d'OBNL, qu'on voulait le démarrer, on l'a parti, puis après ça, personne ne s'en est occupé. Puis là, il existe encore, mais personne ne s'en préoccupe. Ben là, ça se peut qu'éventuellement, il y a des risques que vous engagiez votre responsabilité sans le vouloir. Notamment, il faut ratifier les actes préconstitutifs, ci et ça. Mais bref, je n'ai pas d'exemple précis devant moi, là, mais laisser un véhicule comme ça sans s'en occuper, là, ça a certains dangers. OK, parfait. Ah, c'est intéressant ça, d'avoir comme une pièce de spare de en tout cas, une compagnie prête à vivre à tout moment. Est-ce que si, par exemple, un OBNL, c'était une question que quelqu'un avait posée, est-ce que le fait de ne pas avoir de membres, est-ce que ça se peut, premièrement? Puis si on n'a pas de membres, est-ce qu'on devrait juste ratifier, en fait... Si vous n'avez pas de membres, ouais. c'est pas possible. Parce que en tout cas, la partie 3 sur la loi des compagnies, donc les OBNL québécois, exige que vous ayez au minimum 3 membres. Alors, si vous n'avez pas ce minimum-là, vous êtes susceptible d'être radié. Encore là, il n'y a pas de police, comme je disais tantôt. Ils ne vont pas vous traquer, vous rechercher pour vous radier. Mais ceci dit, n'importe quel intéressé pourrait aller se plaindre au registraire ou devant le tribunal que vous ne remplissez pas les conditions de base, puis voir votre véhicule vous être retiré. OK, parfait. Puis là, j'y vais d'une dernière question, puis, parce que ça fait comme 3 fois que je dis que c'est la dernière question, mais là, il y avait, c'est ça, là, ça fait écho à une autre question qui avait été posée précédemment. Souvent, tu sais, dans les petits OBNL, bon, la distinction entre CA, direction générale, des fois, c'est flou. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'un membre fondateur du CA dans un petit OBNL peut cumuler aussi la fonction de directeur général? Oui, absolument. Excusez-moi, j'aurais pu le mentionner tout à l'heure, en effet, parce que j'ai illustré la présidence de manière distincte de la direction générale, mais il n'est pas interdit d'avoir une présidence direction générale, mais en gouvernance, c'est extrêmement déconseillé. OK? Dans l'environnement, dans l'univers, là, généralement, les seules entreprises qu'on voit comme ça, c'est soit les sociétés d'État. Pourquoi? Parce que c'est des nominations un peu partisane, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on veut s'assurer qu'autant les orientations puis l'exécution répondent de la même personne qu'on a choisie. Alors, tu sais, Hydro-Québec a un PDG, tu sais, les grandes... Et autrement, on va aussi voir ça dans les entreprises familiales. Pourquoi? Parce que la famille qui contrôle, elle veut s'assurer qu'elle a vraiment le contrôle de tout. Alors, chez Québécois, PKP, bien, il est président et directeur général. Alors, c'est tout à fait possible pour les OBNL aussi, mais l'enjeu dans tout ça, c'est qu'il y a un risque, si vous êtes investi de l'exécution, ça se peut que vous ayez moins d'ambition. Parce que si le CA a pour ambition d'aller à la Lune, c'est pas mal plus essoufflant qu'aller à Cayo Coco. Alors, ça pourrait être possible, moi, si je deviens leader du CA, président, mais tout en étant DG, ça se pourrait que je vende moins d'ambition que le CA serait en droit d'en avoir. Pourquoi? Parce qu'après ça, ça tombe dans ma cour comme DG, puis ça se peut que je n'ai pas très le goût d'avoir tous ces problèmes-là. C'est un exemple, c'est une raison pourquoi c'est si important de distinguer les deux. Il ne faut pas que les opérations prennent le dessus sur les orientations. Hein? Les orientations décident, les opérations atteignent. Puis si les opérations ne sont pas capables d'atteindre les orientations, bien, c'est possible que vous ayez des orientations inimaginables, inatteignables, irréalisables. Bon. Mais si c'est le cas, si ça l'est, puis que vos opérations ne suivent pas, bien, changez le chef des opérations. Ça va vous aider à atteindre vos ambitions. Mais c'est sûr que quand une organisation est naissante, là, à sa fondation, on cumule tous les chapeaux. Hein. On va être administrateur, on va être à la direction, puis c'est nous qui passons le balai dans le local à la fin de la journée.
Mais c'est important de bien connaître les chapeaux qu'on porte parce que ce n'est pas parce qu'on a plusieurs chapeaux qu'on peut tout le temps tout faire non plus. Il faut être bien conscient de quel chapeau on porte à quel moment. Et idéalement, au plan de la gouvernance, si vous voulez avoir une gouvernance qui est plus idéale, bien, vous allez essayer de séparer les chapeaux, vous allez essayer de mobiliser des gens pour jouer chacun des rôles, parce que sinon, c'est comme en navire. Si vous êtes tout seul pour ramer, sortir les voiles, puis traîner le gouvernail en même temps, très difficile, ça se fait pas mal plus facilement en équipe. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup, Maître Prou-Lemire, pour cette super présentation. Puis je pense que c'est ça, là, la quantité de questions. Là, malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais vous pouvez me les envoyer par courriel aussi, ça ne me dérange pas. Si je peux répondre à certaines d'entre elles par écrit, ça va me faire plaisir. Parfait, bien, on enverra vos coordonnées avec la présentation d'aujourd'hui. On vous rappelle que cette présentation-ci a été enregistrée et elle sera disponible dans quelques heures sur notre chaîne YouTube. Et donc, en mon nom personnel, mais au nom de toute l'équipe du Pôle CN, on veut remercier Samuel pour son immense contribution. Également, M. Paré et M. Simard du développement Côte-de-Beaupré. Et on vous rappelle que le mois de l'économie sociale ne fait que débuter et on aura d'autres activités comme ça tout au long du mois. On vous invite à consulter notre page Internet pour plus de détails. Il y aura, entre autres, le 12 novembre, la résilience des entreprises d'économie sociale, donc l'exemple de Boissaco, une activité organisée avec la MRC Charlevoix et Charlevoix-Est. Et une autre activité le 18 novembre, marketing RH, fidélisation et développement organisationnel dans les PME, où des experts de GIT, services conseils, vont venir répondre à nos questions. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et ça, c'est 2, mais il y en a une panoplie d'autres aussi qui vont sûrement vous intéresser. Donc, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.